pour éviter au maximum que la mère ne s'attache à l'enfant et regrette l'engagement qu'elle a pris de donner l'enfant ou de vendre l'enfant, eh bien, on a recours d'abord à une femme qui va donner ses ovocytes. Et c'est une autre femme qui va porter l'enfant. Donc la femme qui va porter l'enfant, elle est inséminée avec l'ovocyte, voilà, et puis avec du sperme d'un homme. Autrement dit, on déconnecte deux dimensions de la maternité. Et puis enfin, au moment de la naissance, d'une manière habituelle, c'est une césarienne qui conclut la grossesse et on retire très vite l'enfant. D'après les témoignages que nous avons, dans la majeure partie des cas, la mère porteuse ne voit pas et ne caresse pas, ne couvre pas l'enfant même quelques instants. Il lui est retiré de manière immédiate. J'ajoute une autre chose, pour ce qui est des mères porteuses, en général on recourt à des femmes qui ont déjà eu des enfants. De cette manière-là, on est sûr et certain qu'elle est capable physiquement de mener une grossesse à terme. Et donc, imaginez les frères et sœurs de l'enfant qui est porté, qui voient leur mère attendre un bébé et puis le donner. Il y a donc, du point de vue affectif, psychologique, un enjeu très important pour l'enfant né de GPA, pour la mère porteuse, mais aussi pour les frères et sœurs de cet enfant, car il y en a souvent. La GPA est un enjeu particulièrement affectif et met en cause l'humanité entière. Vous voulez en faire un enjeu électoral en 2017. Comment allez-vous faire ? Alors la gestation pour autrui est vraiment un enjeu d'humanité, puisqu'on est dans la déshumanisation possible de l'engendrement, de la filiation de la famille. Pour moi, c'est un combat majeur. Il y a eu des combats pour l'abolition de la peine de mort, pour l'abolition de l'apartheid, de l'esclavage. Eh bien moi, je pense que l'abolition de la GPA est un combat qui prendra peut-être plusieurs années, mais qui est indispensable. Alors nous cherchons à agir le plus vite possible dès maintenant, parce que pas à pas, les décisions des tribunaux français et européens font avancer finalement la reconnaissance de cette pratique. Nous en ferons un enjeu, comme bien sûr la loi Taubira et puis aussi la PMA pour les couples de femmes, à travers un travail de lobbying, je veux dire de rendez-vous quotidiens, fréquents, avec des élus de tous bords, pour les sensibiliser au sujet, pour leur en faire connaître toutes les conséquences, tous les risques, et puis bien sûr aussi en leur apportant des arguments mis à l'écrit. Et nous souhaitons également contribuer, apporter des éléments pour que la lutte contre la GPA soit intégrée au futur programme des candidats, quel que soit leur parti. Ça n'est pas notre question. Il faut que cette question soit intégrée dans les programmes à venir. Et donc c'est un travail qui est conduit maintenant. Et puis bien sûr aussi, il y a la mobilisation des uns et des autres qui est extrêmement importante. Et enfin, la communication, c'est-à-dire les interventions dans les médias sont importantes pour faire bouger les lignes sur ce sujet. Vous avez dit lors de la conférence que vous aviez non seulement à refuser la GPA, mais aussi à proposer une culture, un projet de vie pour l'ensemble des personnes qui ne comprendraient pas les enjeux de ce dossier. Donc quel est ce projet civilisationnel que vous voulez proposer ? Alors effectivement, nous nous opposons beaucoup depuis presque 3 ans à des projets successifs qui sont intolérables. Et finalement, nous nous rendons compte, et notamment en rencontrant des politiques, des journalistes, etc., qu'ils ne comprennent pas très bien ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut envisager de différent que l'état d'esprit libertariste, individualiste, relativiste, etc. Et nous voulons montrer, rappeler qu'on doit agir avec le sens des responsabilités en vue du bien commun et en vue du bien des personnes. Quand on remet tout dans cette perspective, eh bien à ce moment-là, on peut commencer à faire de la politique et à avoir des projets de nature tout à fait différente. Donc il faut évoquer la famille, l'éducation, l'avenir, le renouvellement des générations, l'économie, tous ces aspects, et voilà, sous un angle différent. On pourrait peut-être parler, puisque nous sommes vraiment d'abord sur les sujets de société, d'un nouvel humanisme ou d'un humanisme familial, c'est-à-dire qui unit, qui est fondé sur la famille, puisque la famille, on le sait, est le meilleur lieu d'épanouissement de la personne. C'est là où grandit l'enfant, le futur adulte.
Voilà, en tout cas, ce sont des enjeux d'humanité. Ces enjeux de société sont des enjeux d'humanité. Et nous devons dérouler cela, le thème par thème, le mettre à l'écrit, mettre des mots. Voilà. Mais c'est un travail qui ne se fera pas en quelques semaines. C'est un travail un petit peu délicat, mais voilà, que nous avons lancé. Pour ceux qui auraient compris les enjeux et qui voudraient vous aider, que peut-on faire ? Alors la Manif pour tous a besoin de toutes les compétences possibles et imaginables, que ce soit pour communiquer, pour agir sur les réseaux sociaux, pour s'occuper de la comptabilité, pour s'occuper de production, d'impression, de sonorisation, de ressources humaines. Tous les métiers et toutes les compétences nous sont nécessaires. Comme une grande entreprise, j'allais dire, a aussi toutes les compétences dans ses différentes équipes, dans ses différents pôles. Voilà, donc nous avons une direction, enfin un pôle ressources humaines qui reçoit ceux qui ont la générosité de se proposer pour être bénévoles. Ça permet de discuter, de connaître l'expérience, les motivations, les goûts, les attentes et pour les mettre en adéquation avec nous, les besoins que nous avons. Merci.